Créé il y a tout juste 8 ans et demi, le comité d'échange Afrique-France réunit des entrepreneurs débutants ou confirmés à l'international ayant des projets de développement en Afrique. Il a pour objectif de les aider à réussir leurs projets sur ce continent et en leur faisant bénéficier de l'effet réseau. Le comité d'échange Afrique-France est un levier supplémentaire qui s'inscrit dans la dynamique de la Team France Export. Les entreprises membres peuvent ainsi bénéficier de ce dispositif mis en place sous l'impulsion de Business France et de tous ses partenaires dont font partie les chambres de commerce françaises à l'étranger, les chambres de commerce en France, les conseillers du commerce extérieur et autres cabinets de consulting. La crise que nous traversons a encore bouleversé nos manières de travailler. Afin de maintenir un niveau d'information sur la situation et les perspectives économiques des pays africains, le CEAF a pris le pas d'organiser des webinaires et des visioconférences pour tout le monde. Aujourd'hui, le comité d'échange Afrique-France propose de faire un point sur les tendances et les perspectives dans le secteur de l'immobilier en Afrique subsaharienne et francophone, dont une étude a été réalisée par GIS Afrique, Solutions Immobilières. Vous aurez successivement les interventions de Madame Jelena Antique, directrice marketing de GIS Group, de Madame Mariem Nyang, responsable de développement chez GIS Afrique, et Monsieur René Munzika, CIO de GIS Group, qui nous fera une petite analyse et une conclusion. Je les remercie chaleureusement pour leurs interventions, qui a suscité grand nombre d'intérêt, puisque vous étiez plus de 100 inscrits pour ce webinaire. Un dernier mot sur le déroulement. Je vous invite à poser vos questions via le chat qui se trouve sur votre droite de l'écran, Ces questions seront relevées par ma collègue, Madame Virginie Ngo, et nous seront posées vers la fin. On va laisser d'abord les présentations et le résumé de l'étude faite par Mariem. Et donc voilà. Qu'est-ce que je laisse sans plus tarder et j'invite Mariem à télécharger la présentation, que je donne mon accord, de lancer la présentation, va basculer. J'invite René, Jelena à couper leur micro et leur caméra pour avoir le maximum de bande passante. Le temps que ça se télécharge, et ça va arriver, et on va basculer sur un écran et se mettre sur le côté. Parfait. Ben, il va falloir remonter la présentation. Merci. Je coupe mon écran. Oui, bonjour à tous. Merci vraiment de répondu présent pour ce webinaire et cette présentation de l'étude que notre équipe GIS Afrique a réalisée pendant une longue période. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous présenter ce travail aujourd'hui. Et je tiens d'abord présenter notre groupe. Donc, GIS Group est un groupe de solutions immobilières qui a pour vocation de vous accompagner dans votre recherche, la gestion et l'implantation immobilière, aussi bien en France qu'en Afrique. Donc, en effet, on a plusieurs divisions. On a vraiment voulu être au plus près du terrain, ce qui nous permet de bien connaître chaque marché. Donc, nous avons la partie française, c'est GIS Consulting, qui commercialise les immobiliers professionnels, donc les bureaux, les locaux d'activité et les entrepôts, donc qui sont à vendre, à louer. Nous intervenons principalement en région parisienne, mais nous avons les actifs partout en France. Nous sommes spécialisés dans l'assistance à commercialisation. Donc nous avons une approche qui est vraiment spécifique, puisque nous avons des actions commerciales et marketing vraiment spécifiques pour aider les propriétaires des bâtiments dits sensibles qui rencontrent les difficultés
qui restent pendant une longue période vacants, non occupés. Donc, nous sommes vraiment ravis de travailler main à main avec les propriétaires, les investisseurs et les acheteurs aussi. Nous travaillons beaucoup avec les aménageurs aussi, les architectes, pour vraiment donner une valeur aux immeubles. Vraiment, notre but, c'est de les valoriser et de les présenter au mieux sur le marché. Nous avons aussi, bien évidemment, notre partie africaine, donc c'est GIS Afrique, dont on va parler durant tout ce webinaire. Mais je tiens vraiment d'abord à mentionner la partie GIS Academy et de vous faire part de nos engagements, un peu en France aussi, puisqu'on soutenons 2 clubs de football féminin, Reims et Samor, et aussi un club football masculin à Cameroun. Mais aussi au travers de notre institut Marie Géné, nous aidons les enfants qui sont dans la rue et les orphelins. Aussi, donc GIS Academy, c'est un centre de formation en fait, puisque notre but c'est vraiment d'aider les jeunes d'être employables plus rapidement possible pour ceux, bien évidemment, qui s'intéressent à l'immobilier. Donc, notre centre de formation livre les certificats dans plusieurs villes en Afrique, notamment Douala, Dakar et Abidjan. Et nous avons un beau projet pour l'année prochaine de vraiment ouvrir l'école comme BTS, par exemple, en profession immobilière. Alors, donc, pour bien évidemment présenter un peu plus GIS Afrique, juste un petit moment, je suis désolée. Très bien. Merci pour le slide. Donc, GIS Afrique intervient en fait dans l'immobilier professionnel, mais résidentiel aussi en Afrique. Et nous faisons vraiment régulièrement les études et de marché. On essaie vraiment de suivre toutes les actualités sur place pour justement aider au mieux nos partenaires et nos clients. Nos clients, je vais vous juste... je suis vraiment désolée, j'ai un problème avec la présentation. Merci. Voilà, donc, comment on fait? Nous intervenons sur donc 17 pays francophones en Afrique. Nous avons 6 agences. Et nos partenaires et les derniers, là ce qu'on a de présenter, ce sont vraiment les dernières implantations que nous avons effectuées sur le territoire Afrique. Donc, comme par exemple Société Générale que nous avons implantée à Brazzaville. Nous avons eu 3 implantations de Orange, par exemple, à Cameroun, à Sénégal et Ghana. Et nous faisons des missions régulières pour Air France, par exemple. Voilà, je ne vais plus tarder à donner la parole à Mariem, qui est impatiente de vous présenter son travail. Donc ça va être Zubir qui va J'invite Mariem Jelena à couper son micro et son écran. Et j'invite Mariem à ouvrir son micro et sa caméra. Mariem, à vous de présenter, d'accord, les résultats de l'étude. D'accord. Bonjour, nous allons maintenant procéder à la présentation de l'étude de marché. Donc, elle porte sur l'Afrique subsaharienne francophone. Tout d'abord, pourquoi investir dans l'immobilier en Afrique? En effet, l'immobilier fait partie des 10 secteurs d'avenir d'Afrique, à côté de l'agroalimentaire et du commerce de détail. Ensuite, l'Afrique a une croissance démographique et une urbanisation rapide. Notamment, selon les experts, en 2050, 25% de la population mondiale vivra en Afrique, dont plus d'1 milliard d'urbains.
Donc, ce qui aura pour conséquence une forte demande en logement. Donc, l'Afrique a aussi une croissance économique soutenue. Donc, avec l'Afrique subsaharienne francophone qui a fait la meilleure performance économique au niveau du continent, ce qui a pour conséquence d'avoir une forte augmentation des besoins en immobilier professionnel et en infrastructure. Mais cependant, il y a des freins à l'investissement, tels que le déficit d'infrastructures. Il y a aussi un problème d'obtention d'autorisation d'urbanisme, notamment pour les permis de construire, une instabilité politique dans certains pays, un risque monétaire, un financement hypothécaire des acquéreurs de logements, un marché secondaire qui est embryonnaire, et aussi nous avons une prépondérance des acteurs anglophones et des pays anglophones et des acteurs anglo-saxons, notamment des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana. Quant au périmètre de l'étude porte sur 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone, notamment des pays de l'Afrique centrale et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici, vous avez la liste des 15 pays en question avec leur intégration économique. Quant à l'objet de l'étude et notre méthodologie, l'étude se veut d'être en fait un baromètre de l'immobilier qui retrace les différentes tendances sur les marchés de l'immobilier en Afrique subsaharienne francophone. Notre méthodologie, elle a été de regrouper 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone en 3 grands groupes selon leur positionnement économique dans la sous-région, notamment les économies motrices de la sous-région, les économies portées par l'activité extractive et les économies amorçant une croissance. Toujours dans le cadre de notre méthodologie, l'étude retrace les loyers dans les capitales de chaque ville, aussi bien pour l'immobilier professionnel et l'immobilier résidentiel. Les loyers, ces loyers, ils prennent en compte les prix relevés dans les biens de haut standing, dans les quartiers réputés à forte valeur ajoutée. Et aussi, pour l'immobilier professionnel, on a donné les prix du marché au mètre carré par an. Et pour le résidentiel, nous avons pris la valeur locative annuelle de biens de type de 4 chambres. Nous en venons à notre première catégorie de pays, qui sont les marchés aux économies diversifiées d'une relative maturité ou les économies motrices de la sous-région. Donc, ces pays sont les références au niveau de l'Afrique subsaharienne francophone, puisque leur croissance est particulièrement les plus soutenues. Donc, on a le Cameroun qui est la première économie au niveau de l'Afrique centrale. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire en première position, suivie du Sénégal. On a décidé de regrouper ces 3 pays ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques communes, telles que la stabilité politique, leurs économies qui sont diversifiées, une main-d'œuvre qualifiée il y a une main-d'œuvre qualifiée dans ces pays et des infrastructures qui sont importantes. Quant au marché de l'immobilier, donc dans ces 3 pays, au niveau des acteurs du marché, il y a déjà des promoteurs institutionnels et privés déjà sur place, un secteur bancaire qui est sensibilisé et des agences immobilières qui sont diverses. Donc, au niveau du marché de l'immobilier à proprement parler, donc le parc immobilier dans ces 3 pays est circonscrit dans un zonage particulièrement urbanistique avec des quartiers d'affaires qui abritent des immeubles qui peuvent faire plus de 10 étages. Un marché résidentiel qui présente diverses larges gammes de produits. Il y a aussi de nombreux centres commerciaux ainsi qu'une offre hôtelière diversifiée, mais l'offre est toujours insuffisante. Donc, l'étude retrace les loyers dans les capitales de chaque ville. Ici, nous avons les loyers pour les 3 pays avec des taux de rendement qui vont de 7,56% jusqu'à 10%.
Nous voyons que les loyers pour le Cameroun ne sont plus élevés que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cela s'explique par le fait que l'offre à Douala et à Yaoundé est peu diversifiée. Pour Abidjan, les prix de l'immobilier professionnel sont moins élevés qu'à Douala et à Yaoundé parce que à Abidjan, l'offre immobilière y est diversifiée, notamment avec la commune du Plateau où on peut voir des immeubles qui peuvent atteindre jusqu'à 30 niveaux. Au Sénégal, les prix des loyers pour Dakar sont moins élevés que pour les deux derniers pays. Cela s'explique par le fait que au Sénégal, l'essentiel de l'activité économique du pays est concentré à Dakar et aussi la moitié de la population urbaine. Donc, il y a une énorme demande en immobilier professionnel et beaucoup d'offres. Donc, pour notre deuxième catégorie de pays, il s'agit des pays impulsés par les activités d'extraction. Ces pays ont vu leur croissance économique augmenter à raison de la forte demande de leurs ressources naturelles par les économies émergentes, notamment par la Chine. Donc, ces pays se caractérisent aussi par un revenu par habitant élevé, mais une situation de pauvreté qui est endémique, une économie fortement dépendante de l'activité extractive et un déficit d'infrastructures favorisant une inflation des biens de consommation, notamment des biens immobiliers. Donc, quant aux caractéristiques des marchés de l'immobilier pour ces quatre groupes de pays, N'Djamena, Libreville et Kinshasa font partie du top 20 des villes les plus chères au monde. Notamment, cela s'explique par le fait que les prix de l'immobilier sont très élevés, même si la qualité des biens sont faibles. Donc, les prix de vente pouvant aller jusqu'à 400 000 € et les loyers atteignant 84 000 € par an. Donc, il y a aussi une faible lisibilité du zonage sectoriel des activités urbaines, une offre immobilière peu diversifiée et très restreinte, aussi bien pour l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire. Il y a aussi peu de centres commerciaux dans ces pays. Donc, ici aussi, nous avons les loyers pour chaque pays avec des taux de rendement qui vont de 8 à 12%. Donc, ce sont des taux de rendement quand même assez élevés. Donc, on remarque aussi que les prix de l'immobilier sont élevés dans les quatre pays. Cela s'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait que l'offre immobilière est restreinte alors qu'il y a beaucoup de demandes. Notre quatrième catégorie de pays sont les marchés amorçant une croissance face au changement économique. Tout comme le deuxième groupe, ces pays aussi ont vu leur croissance économique à la hausse en raison de la forte demande de leurs ressources naturelles par les économies émergentes, mais tout de même leur PIB demeure faible. Mais certains facteurs devraient être plus favorables à ces pays sur la période qu'ils s'ouvrent, tels qu'une meilleure stabilité politique, une multiplication d'importantes découvertes minières, une priorité à la construction d'infrastructures et une forte diversification des besoins en immobilier. Donc, ici aussi, on a le tableau qui reprend les loyers pour les capitales de chaque pays. L'offre dans ces pays aussi est réduite par rapport à la demande, raison pour laquelle les prix des loyers sont élevés. On a aussi des taux de rendement qui vont de 5 à 10%. Nous avons ici le tableau récapitulatif des loyers à la toute fin de l'étude pour chaque pays, avec des taux de rendement qui vont de 5 à 12%, notamment pour le bureau, les locaux commerciaux et l'immobilier résidentiel.
Donc, en conclusion, nous pouvons dire qu'il y a un fort besoin en immobilier en Afrique subsaharienne francophone et que l'Afrique connaît une croissance économique soutenue, ce qui a pour conséquence une forte augmentation du besoin en infrastructures. En plus, il y a de l'espace où construire. Donc, on a aussi vu que les économies émergentes sont les références au niveau de la sous-région, mais quand même, il y a des secteurs à développer. Pour les deux autres marchés, l'offre immobilière est peu diversifiée. C'est la raison pour laquelle les loyers sont élevés. Maintenant, je vais passer la main à Zoubir afin qu'il... Merci, Mariam. Je t'invite, Mariam, à couper ton micro et ta caméra. J'invite René à venir nous rejoindre et à faire une synthèse de tout ça, une conclusion et une analyse et conclusion. Merci, René. Merci, Zoubir. Bonjour à tous. Effectivement, après cette étude, on tenait à vous donner quand même d'autres pistes d'information. La première chose est que, comme vous le savez, cette étude qui porte sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne est divisée en 3 grandes régions. Elle compte 3 langues internationales et plus de 1000 dialectes. Il est donc difficile de parler d'un marché immobilier unique. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'Afrique subsaharienne. Commençons par l'Afrique de l'Ouest, notamment. Elle est aujourd'hui moins développée que l'Afrique de l'Est, notamment en raison d'un sujet d'unicité de la langue. L'anglais, largement parlé à l'Est, facilite l'arrivée de capitaux étrangers. Si on prend par exemple le Sénégal, la stabilité économique, politique et monétaire du pays attire les investisseurs francophones. La région de Dakar concentre d'ailleurs l'intégralité de l'activité immobilière avec son nouvel aéroport et la ville nouvelle que vous connaissez certainement, d'Irlande. Du côté de la Côte d'Ivoire, le marché immobilier est très porteur à Abidjan, grâce à une forte croissance économique. On y trouve des pôles financiers et bancaires des grands groupes multinationaux. Si la croissance y est plus importante qu'au Sénégal, le pays demeure moins stable d'un point de vue économique et social. Donc, au vu de tout ça, si on rentre un peu dans le secteur résidentiel, donc de l'habitation, ce qu'on peut se dire, c'est que l'Afrique de l'Ouest, on distingue 2 principaux types d'offres, le haut de gamme et le low cost. Si le secteur de luxe de haut de gamme a déjà fait l'objet de nombreux investissements de la part des entreprises, on constate que le low cost n'a pas bénéficié des mêmes intentions. Or, c'est un marché qui est en passe d'exploser au regard de la forte demande. Le résidentiel haut de gamme, dans la catégorie de l'immobilier haut de gamme, la Côte d'Ivoire est le pays qui affiche le plus haut tarif au mètre carré pour une villa. Le développement de résidences haut de gamme se fait principalement sur la zone 4, Biétra au sud, et Cocody et les Riviera au nord. De nombreux immeubles de luxe ont vu le jour ces dernières années et la tendance se poursuit. Ce qu'on peut constater donc, c'est que le marché avait été stimulé par le retour de la Banque africaine de développement, vous vous en souvenez, à Abidjan, ça s'est passé en 2014, mais cela pourrait être impacté par la décentralisation justement de cette banque à Nairobi ou à Johannesburg. En dehors d'Abidjan, on note un développement des infrastructures routières afin de favoriser l'émergence de logements à prix abordable et l'achat de petites parcelles. Ce qu'il faudrait en conclure sur cette partie-là, et avant je parlerai peut-être de Dakar, où à Dakar, le développement du secteur résidentiel se fait progressivement, avec des constructions qui comprennent jusqu'à 20 logements par immeuble. Des projets comme O2 ou Ocean Drive ont connu un réel succès sur le marché qui reste relativement dynamique et sont faites du front de mer. L'enjeu de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui de parvenir à construire rapidement et à bas coût pour répondre à une demande de logement très importante de la part des classes populaires. Nous n'aborderons pas dans cette étude, vous avez pu le constater, Marianne n'en a pas parlé, du secteur hôtelier en Afrique. Cela fera l'objet d'une autre étude. Quant au secteur commercial, au Sénégal, si on prend le cas du Sénégal, l'offre est relativement faible, avec seulement 2 projets de haut de gamme. Je parle de Ciplaza et Dakar City, des centres commerciaux qui offrent à L2 une surface totale d'environ 20 000 m². Mais on y retrouve des marques internationales, principalement Benetton, Mango et Guess.
L'activité des centres commerciaux, en fait, au Sénégal vient principalement, essentiellement, des petits supermarchés répartis dans la ville et détenus en grande majorité par un groupe espagnol, Citadia. La croissance rapide des centres commerciaux à Abidjan permet, par contre, à la capitale ivoirienne de dévancer considérablement les autres marchés d'Afrique francophone. D'ailleurs, les prochains projets de développement comprendront probablement la modernisation d'anciens centres et la création de nouvelles infrastructures dans une zone périphérique comme le Bougon. Sur le secteur du retail, beaucoup de grandes enseignes européennes se développent, comme notamment la marque Carrefour, qui est bien implantée en Côte d'Ivoire. Elle fait néanmoins, cette marque-là fait néanmoins très attention à la localisation afin d'éviter toute saturation du marché comme on pourrait le voir en Afrique de l'Est. À Abidjan, on retrouve de grosses franchises telles que Burger King, KFC, Kaiser, Decathlon, Kiabi, Mango. Ces marques attirent une clientèle qui commence petit à petit à profiter des centres commerciaux comme un lieu de vie via les services qui sont proposés. Je pense notamment au cinéma et aux boîtes de nuit et à tout ce qui va autour. Je terminerai sur le secteur du bureau en Afrique. Ce qu'on peut noter, parce qu'on observe de nombreuses similarités entre la Côte d'Ivoire notamment et le Sénégal dans la partie résidentielle, dans la partie hôtelière et commerciale, le secteur des bureaux est plus hétérogène. Abidjan est la ville qui a connu le plus de croissance le plus rapidement en Afrique ces dernières années. Bien que certains grands projets aient été bien en stand-by. Les infrastructures se développent principalement sur le plateau, l'équivalent de la Défense en France, en référence. Parmi les projets importants, on retrouve Green Plateau, EcoBank, Bridge ou encore Workshop, avec un loyer moyen aux alentours de 365 € du mètre carré. Et oui, on arrive à des niveaux de loyer de 365 € par mètre carré an. Abidjan est la capitale de la région. Ça, je pense qu'on l'aurait quand même compris, même si Dakar reste quand même très actif. On y retrouve des sièges sociaux des grands groupes africains. À noter que la plupart des bâtiments de bureaux sont vétustes en Côte d'Ivoire, ce qui ouvre la voie à un énorme marché pour la réhabilitation. C'est notamment ce que fait le groupe Duval, notamment, ou Redman, en rénovant des immeubles iconiques selon les normes internationales. Enfin, je terminerai par le Sénégal. C'est un marché dynamique au niveau de l'immobilier de bureau, notamment grâce au développement des startups dans le pays. Cette tendance est due à la proximité du pays avec l'Europe et l'Afrique du Nord. Si la présence des sièges sociaux des grandes entreprises est encore faible, même avec l'établissement de quelques groupes internationaux au Nord, on devrait normalement observer un changement de situation dans les années à venir, avec la découverte du pétrole au large des côtes sénégalaises. Le pays devrait ainsi connaître, à mon avis, un important développement de l'industrie et attirer des capitaux et des entreprises étrangères. La ville nouvelle du Diamlandio, j'en parlais tout à l'heure, notamment développée par le promoteur Tegum, va aussi permettre au Sénégal d'attirer de grands groupes et d'apporter une solution à la saturation de Dakar, ce qu'on constate, ce qu'on voit aujourd'hui. Alors que l'Afrique subsaharienne est destinée à devenir l'une des places les plus dynamiques du secteur de l'immobilier, les différents pays doivent faire le choix de développement et d'aménagement avec leur pôle urbain. Ça, ce sont des éléments importants. Je conclurai cette présentation en disant que l'urbanisation rapide du continent africain, les smart cities représentent l'avenir des villes en développement. Les territoires africains doivent aussi prendre en compte les évolutions climatiques et imaginer leur ville dans un environnement durable, proposer des transports accessibles et fiables, un accès facilité à l'éducation et une économie locale avec des activités qui explorent de nouvelles technologies. La Smart City africaine devra s'appuyer sur trois grands principes, je pense. La mobilité durable, le développement urbain et l'efficacité énergétique. Voilà, Zoubir, un peu mon analyse, mais on le sait. Merci, René. Pardon. Je vais juste couper. J'invite Jelena et Mariam à revenir. On est à votre disposition pour toutes les questions. Moi, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. Le constat, la croissance de l'immobilier va de pair avec l'émergence d'une classe moyenne en Afrique.
Ma question serait pour cette classe moyenne, mais même pour cette classe moyenne, quelle est la possibilité de financement, quels sont les coûts de financement par rapport à ça? Est-ce que vous avez une idée des coûts de financement, des taux d'intérêt, parce qu'ils sont variables d'un pays à un autre? Ce que je vais dire, je vais peut-être prendre la parole ou je vais peut-être pas de répondre, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement élevés en Afrique. C'est un secret pour personne, même si dans certains pays, je pense notamment au Cameroun ou au Congo, il y a des banques qui sont spécialisées, enfin une banque d'État qui est spécialisée. Au Cameroun, c'est le CFC. Au Congo, c'est la BCH, qui permet d'avoir des taux beaucoup plus bas, qui sont aux alentours de 7%. Alors, 7%, ça va paraître élevé en Europe, mais 7%, c'est les taux aujourd'hui en termes de financement. La plupart des banques sont entre 10, 11 et voire 18%. Donc, les taux sont relativement élevés aujourd'hui sur l'Afrique, avec des apports qui doivent quand même représenter, quand on veut acquérir un prêt, qui doivent représenter aux alentours de 20 à 30%. Donc, l'accès au crédit est quelque chose de relativement encore compliqué sur le continent africain. D'accord. On a parlé au départ d'investissement. Une entreprise étrangère ou un particulier étranger a-t-il accès au foncier dans les pays que vous avez cités? Globalement, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont relativement ouverts vis-à-vis des étrangers en termes d'investissement. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, et d'autres qui sont un peu plus restrictifs, comme le Cameroun notamment et le Congo-Brazzaville, où quand on est étranger, il est un peu plus difficile, il y a un parcours un peu plus compliqué pour y être. Mais pour des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela, effectivement, il est assez facile de parvenir à acquérir du foncier. D'accord. À terme, est-ce qu'on peut répondre à l'urbanisation? Il y a une urbanisation assez rapide dans la plupart de ces pays, puisque des pays dont on parle, puisqu'il y a un fort développement des grandes villes. On essaye de désenclaver les capitales. On voit l'exemple du Diamantio avec Dakar. Il y aura d'autres choses qui vont se faire sur Abidjan et ainsi de suite. Quid de l'immobilier? Est-ce que les gouvernements vont favoriser cette approche, favoriser le développement de l'immobilier, du secteur immobilier, de la promotion immobilière, du bâtiment pour les entreprises et favoriser l'accueil? Je sais pas, Mariam, tu veux peut-être répondre? Oui, je dirais que oui, parce que déjà, Diamniadio, ça a été le plan du gouvernement sénégalais afin de désengorger Dakar, qui était trop surpeuplé, puisque la moitié de la population urbaine du Sénégal vit à Dakar. En plus, toutes les administrations sénégalaises étaient presque concentrées à Dakar et Diamniadio participe au désenclavement ou bien au désengorgement de Dakar. Et il y a divers pôles immobiliers qui ont été installés, aussi bien pour le logement et l'immobilier professionnel. D'accord. Sur les autres pays, est-ce qu'on a vu cette même, est-ce qu'on a dupliqué cette image? Oui, par exemple à Côte d'Ivoire, par exemple dans Grand Bassam, il y a eu récemment des promoteurs immobiliers qui ont commencé à construire, puisque le pays est développé maintenant en infrastructure. Donc la ville est à 30 minutes maintenant d'Abidjan. Donc il y a des promoteurs qui ont installé des programmes de logement et en immobilier professionnel sur Grand Bassam, alors que l'offre était réduite dans Abidjan, dans la commune du Plateau. D'accord. Est-ce qu'on voit arriver des investisseurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs privés étrangers et est-ce qu'on les voit arriver sur ces pays? Oui, c'est vrai qu'il y a des investisseurs étrangers qui arrivent. Encore une fois,
une des choses qui rassure les investissements et les investisseurs étrangers, c'est la stabilité du pays. La sécurité, c'est quelque chose d'important. Quand on investit, ou alors on va chercher à investir à court terme, c'est-à-dire avoir des taux de rentabilité qui sont très élevés, et pas forcément, aujourd'hui, on ne peut pas forcément les obtenir, mais les investisseurs étrangers qui interviennent, aujourd'hui, plus que jamais, des pays comme, on parlait du Sénégal tout à l'heure, mais qui est un pays qui rassure les investisseurs. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a un taux d'investissement qui est aussi important, mais économiquement, enfin socialement, c'est toujours un moment un peu compliqué quand on approche des élections, mais en dehors des élections, c'est un pays où on investit énormément. D'accord. Il y a une personne qui a posé la question sur le coût de la construction par rapport à le coût de la construction et si on pouvait le mettre en rapport avec la rentabilité ou alors le loyer, parce que tout à l'heure tu as annoncé 365 € du mètre carré par an, ça fait 1 € par an. Une villa ou un appartement de 4 chambres, c'est 100-120 mètres carrés. Si on le rapporte au mois, ça fait à peine 500 €. Ou si je fais des calculs empiriques, alors peut-être je me suis trompé, mais je fais des calculs. Ouais, je me trompe peut-être sur les calculs, mais alors effectivement, 365 € du mètre carré an. Il faut dire que dans les études ou en bureau, en tout cas du côté, on a appliqué un peu la manière de fonctionner des études en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on parle toujours en mètres carrés hors taxe sur charge an. Donc si on va avoir un prix, on va faire 365 €, on va multiplier par le nombre de mètres carrés. Donc prenons un exemple simple, 365 € qu'on va multiplier, tu parlais d'une villa qui fait 100 mètres carrés, donc on va multiplier 365 par 100 mètres carrés, ça va nous faire 36 500 €. Voilà. Et donc, si on va avoir un prix mensuel, ça nous fait, on divise par 12 et ça fait 3 000 € à peu près. 3 000 €, d'accord. Voilà. Alors, les 365 € au mètre carré, ce n'était pas du logement, je parlais en fait du bureau sur le plateau. D'accord. Les bureaux sur le plateau, les nouveaux bureaux, qui était le loyer de 365 € mètre carré par an. Voilà, c'est tout ça c'est ce que je dois préciser. Alors, pour revenir au coût de la construction, au coût de rentabilité et tout ça, je pense que sur le tableau de Mariam, on voit bien les coûts de rentabilité, qu'ils soient en logement, enfin résidentiel ou en bureau, on les voit bien. Donc, et de toute façon, je crois que l'étude, Mariam a fait juste un résumé de quelques slides, mais il y a une étude beaucoup plus importante qui comporte à peu près une 50aine de pages où les choses sont vraiment détaillées pays par pays, qui d'ailleurs, je crois qu'il y en a... oui, en effet, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien pour ceux qui souhaitent télécharger l'étude entière. Donc, voici le lien. Et pour répondre à la question du coût de construction, effectivement, il dépend des pays et il est de plus en plus élevé quand on veut construire d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que il y a beaucoup de matériaux qui viennent de l'étranger. Donc, ça augmente le coût de construction. Même si la main-d'œuvre est beaucoup moins chère qu'en Europe, il y a beaucoup de matériaux qui viennent de l'étranger. Alors, je vais dire une chose qui est un peu contradictoire, c'est qu'on relève quand même de plus en plus, des utilisations de matériaux locaux. Et ça, c'est très bien. La manière dont les briques qui sont faites, qui sont localement faites, et puis adaptées aux conditions. Il y a des matériaux qui permettent, quand il fait un peu froid, de conserver la chaleur, et quand il fait un peu chaud, de permettre effectivement l'air de rentrer sans avoir à climatiser la construction. Mais on note quand même encore, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas à me prémunir cette question, on note quand même qu'il y a beaucoup de matériaux qui viennent de l'étranger, ce qui alourdit le coût de la construction. Mais tout ça, on retrouvera ça dans l'étude de Mariam et de l'équipe GIS Afrique. Pour répondre à la question sur l'accompagnement des CCI locales ou de la Chambre de commerce de Paris ou des chambres de commerce françaises, aussi bien que pour Business France, quand on vous enverra la présentation avec les coordonnées des intervenants,
à ce moment-là, renvoyez-nous un message sur l'adresse va être communiquée par Virginie. C'est ceaf@cci-paris-idf.fr et on vous mettra, on prendra attache avec vous pour mieux vous orienter et vous répondre. Quelqu'un parle d'une technique du fundraising. Est-elle perceptible dans ces pays? Alors, le fundraising comme le crowdfunding, alors, de plus en plus, on a cette idée d'investissement, de levée de fonds. Alors, de lever des fonds, soit ici par la diaspora, qui va de créer une sorte de structure qui va lever des fonds de la diaspora pour faire des constructions de l'autre côté, ou alors tout simplement, localement, de créer un fonds, de lever des fonds pour construire localement. C'est une idée qui commence à faire son chemin. Autant le crowdfunding commence à bien marcher, la diaspora, ça permet à la diaspora ou à toute autre personne d'être propriétaire, d'être copropriétaire, si je peux dire ça comme ça, co-investisseur, alors qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter un immeuble. Mais là, on se permet, on crée ça, et après, il y a une rentabilité derrière, c'est une bonne chose. Autant lever des fonds localement, aujourd'hui, c'est un peu moins perceptible parce que c'est pas quelque chose qui est dans l'esprit des gens. Les gens, en général, quand ils ont de l'argent, ils veulent le faire eux-mêmes, ou alors, s'ils ne font pas eux-mêmes, ils veulent le faire en famille, ou alors ils ne le font pas. Mais c'est une idée qui peut faire son chemin, c'est quelque chose qu'on peut penser parce que la classe moyenne, elle est existante aujourd'hui, mais il y a aussi de plus en plus de hauts cadres qui ont soit fait leurs études à l'étranger, soit même localement fait des études localement, mais qui comprennent effectivement cette nouvelle manière d'investir. Merci parce que tu as répondu à une question qui venait juste après sur la diaspora, dans le fait d'attirer des financements via du crowdfunding, via la diaspora. C'est vrai que c'est une manne importante et de plus en plus on constate que la diaspora ne finance plus directement leur famille, mais souhaite financer des projets. On constate ça sur l'Afrique. Sur la partie immobilier d'entreprise, on n'a pas évoqué, on a parlé plutôt bureau, mais est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la partie industrielle ou pas, sur les terrains nus à bâtir? Est-ce qu'on peut dire quelque chose où l'étude n'en fait pas part, je crois, mais est-ce que tu as deux mots à évoquer là-dessus? Oui, je pense, non, mais l'étude en fait part parce que on parle effectivement beaucoup de bureaux, on parle de logements, mais là aussi on parle de locaux d'activité, d'entrepôts. Alors c'est vrai que surtout les villes qui sont portuaires comme ça, Abidjan, voilà, et que on parle de Lomé, enfin de toute cette ville un peu portuaire, il y a cette solution de devoir investir dans les entrepôts. Et tout à l'heure je parlais de certaines structures comme Duval et Redman qui investissaient dans les bureaux, mais il y a des structures françaises et même locales, je pense au groupe IDEC notamment, qui investissent dans les plateformes logistiques. Donc on a des entrepôts, ça fait partie des choses qui se développent et qui sont de plus en plus aux normes européennes, si je peux dire ça, pour permettre un meilleur stockage de longue durée des actifs, des choses. Alors on va revenir sur la gestion de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des regroupements via syndic? Est-ce qu'on a calqué le système français en Afrique avec un système de syndic pour un immeuble ou pas? Alors malheureusement, on a beaucoup de retard sur la copropriété sur Afrique. Même si, encore une fois, je vais reciter les mêmes pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont pris d'avance là-dessus. Mais les règlements de copropriété, je prends l'exemple du Cameroun, où la copropriété, en termes juridiques, en termes de loi, n'existe que depuis 2011. Et depuis 2011, elle n'est pas réellement appliquée. Les tests qui sont repris sont les tests plutôt français, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de spécialistes de la copropriété. La copropriété, souvent, elle est assimilée à de la gestion, ce qui est deux choses complètement différentes. La gestion locative et la copropriété sont différentes. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, on n'est pas habitué à vivre dans des immeubles, être propriétaire d'un appartement. On fait toujours le choix, en général, d'être propriétaire d'une maison ou de construire sa propre maison. Seulement, avec aujourd'hui l'étendue des villes,
et on est de plus en plus loin de son lieu de travail, on commence à s'habituer, on commence à se dire, et là je parle des grandes métropoles, je parle de Dakar, d'Abidjan, de Douala, de Brazzaville, on commence à s'habituer à vivre dans un immeuble et maintenant acheter dans un immeuble. Sauf que maintenant, il faut qu'on passe à la phrase suivante, c'est-à-dire que quand je suis propriétaire de mon appartement, il y a certaines règles qui sont dans la copropriété que je dois exécuter. Et je ne dois pas peindre mes fenêtres en verre parce que j'aime le verre, alors que je caricature un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas habitués à ce mode de vie où on est propriétaire de notre appartement. On est bien propriétaire de son foncier, de son terrain, de construire comme ça. Mais la copropriété, de toute façon, est amenée à venir, et c'est le chemin que prend beaucoup de pays aujourd'hui sur l'Afrique. Et encore une fois, plutôt développé en Côte d'Ivoire, plutôt développé en Sénégal. Encore une fois, je parle des pays francophones. Donc, plutôt développé en Côte d'Ivoire, plutôt développé au Sénégal, en cours dans les autres pays. D'accord. Il y a une bonne question, mais je pense que c'est notre ami Yvon Bondumbu qui la pose, mais il nous dira si c'est bien lui. Je pense que c'est lui, parce que c'est le seul que je connais avec Yvon B. Y a-t-il des incitations fiscales pour l'investissement local, étranger, à l'instar de ce qui peut se faire sur les habitations domestiques pour les retraités au Maroc, au Maroc qu'on retrouve le fait d'attirer une population occidentale ou européenne à la retraite et pouvoir être logé dans le pays. Les incitations. Alors, l'idée, c'est pas d'office déjà les incitations. Alors là, je parlais de personnes qui veulent venir s'installer dans ce pays-là. L'incitation, elle est déjà du fait que le mode de vie, en termes de mode de vie, en termes de coût de vie, c'est moins élevé qu'en Europe. Quand un retraité a une retraite en France et qui va vivre par exemple au Sénégal, il va avoir forcément un meilleur coût de vie. Donc l'incitation est déjà comme ça. Mais autrement fiscal, non, aujourd'hui non. En tout cas, c'est pas quelque chose qui peut-être que ça va venir, mais aujourd'hui non. Mais l'incitation, elle est déjà en termes de coût de vie. On a un meilleur coût de vie avec un revenu français en Afrique, notamment voilà. Alors, je relativise la même chose. Zoubir sur un point, c'est que il y a des quartiers résidentiels qui ont des niveaux de loyer très élevés. Et ça, je pense que dans l'étude, on le retrouve. On est vraiment, quand on est sur les quartiers résidentiels, c'est très restreint. Ça représente très peu en termes de superficie par rapport au reste de la ville. Mais ces quartiers-là ont des niveaux de loyer qui sont des niveaux de loyer qu'on peut retrouver à Paris, en région parisienne. Donc, voilà. Je voulais quand même mettre un bémol là-dessus. Il y a une excellente question qui est tombée sur la formation que vous dispensez sur l'immobilier, le secteur immobilier, sur la création éventuellement, je ne sais pas, est-ce que vous vous formez sur la création d'agences ou la création de syndics dans le secteur immobilier et faites de l'accompagnement. Ils vont faire avec mon truc parce que et les nations se retrouvent. Alors, oui, effectivement, GS Academy, c'est ce que Yéna précisait tout à l'heure. Notre but, c'est de former des gens au métier d'immobilier parce qu'on pense très sincèrement que demain, c'est le métier, c'est l'un des domaines qui va créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des postes qui n'existent pas ou qui existent, mais à très faible donné. On va avoir besoin d'asset managers, de gestionnaires, de syndic. Bien sûr, on a besoin de tout ça. Et nous, au sein de GIS Academy, le plus qu'on a pris comme choix, c'est de dire il faut former les gens dans tous ces métiers-là. D'abord, ça pérennise l'immobilier, le patrimoine, et ensuite, ça crée des emplois. Et effectivement, nous, on forme à ça. On forme à tous les métiers d'immobilier. Pour l'instant, on le fait sous forme de conférences et séminaires. Parce que Yéna l'a précisé, on espère l'année prochaine ouvrir des écoles physiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On rencontre des gens physiquement avant, bien sûr, la Covid. On rencontre des gens physiquement puisqu'on a fait un premier séminaire avec remise de certification en Brazzaville au mois de février. On va continuer à faire ça et on va former dans les différents métiers liés à l'immobilier, gestion, commercialisation.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de votre prochaine étude sur le secteur hôtelier. On sait qu'il y a un déficit dans ce domaine, hein. Il y a un déficit de construction dans ce domaine. Euh, pour nous allécher un petit peu sur l'étude que vous allez réaliser. Le secteur, le domaine. Mariam, mais je crois que ça va être comme sur toute l'Afrique, c'est ça, globalement? Vraisemblablement. Non, sur l'Afrique francophone. Hein. Oui, c'est ça, Mariam. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on a évoqué parce que on a voulu faire d'abord scinder en fait les choses, même si on est rentré dans le résidentiel, parce que le résidentiel parle à tout le monde, mais on a voulu d'abord scinder et faire quelque chose de plutôt ce qui répond à ce qu'on fait en France, Just Consulting, la partie immobilier d'entreprise. Et après, on y a ajouté du logement. Mais l'hôtel, pour nous, c'est encore un autre produit qui est en train d'évoluer. Et on a pensé avec Mariem et Sarah Samer, qui s'occupe aussi des études avec Mariem, on a pensé effectivement faire quelque chose de plus concret, plus approfondi sur les hôtels. Et je pense que cette étude devrait être finalisée en février. D'accord, je regarde s'il y a une dernière question. Quels sont les potentiels au Sénégal en matière d'investissement direct étranger? On en a largement parlé. L'exploitation prochaine, bien sûr, l'augmentation, c'est ce que tu as évoqué sur les pays qui sont producteurs ou extracteurs de mines ou d'hydrocarbures. Il va y avoir une croissance assez importante. Tout est fait, je crois, au Sénégal pour qu'il y ait ce développement. Donc c'est un projet qui est soutenu par le président Macky Sall. Donc oui, et il va y avoir de la demande parce qu'il va y avoir des entreprises étrangères qui vont vouloir s'installer, s'implanter pendant plusieurs années et donc ils vont venir avec leur collaborateur, en partie avec leurs collaborateurs. Néanmoins, le Sénégal a créé l'Institut du gaz et l'Institut national du gaz et du pétrole pour former justement les collaborateurs ou employés du secteur des hydrocarbures au Sénégal et dans la région. Donc croissance. Désolé pour cette petite partie sur le Sénégal. On arrive pratiquement au terme. Un petit mot de conclusion sur l'étude, sur les projets, sur cette formation, parce que tu as parlé vous avez parlé de GIS Academy, mais on sait qu'en Afrique, on est très diplôme à l'occidental, et il y a aussi au niveau européen, avec une reconnaissance importante dans ce cadre-là. Et puis, il y a la partie professionnalisation qui est aussi importante. Et les infrastructures, peut-être les textes de loi ne sont pas mis en compte, mais ne sont pas totalement en place pour, par exemple, sur la partie syndic, mise en place d'un syndic ou de la gestion immobilière dans certains pays. 2 mots là-dessus. Alors, quand même, je tiens à dire que GIS Academy pratique de la formation, effectivement, à l'immobilier, mais qu'il existe déjà, et c'est très bien, notamment au Sénégal, je pense à l'école immobilière dirigée par Mariam Abba, qui est une école immobilière qui forme justement à la gestion, à la commercialisation d'un seul école, au Sénégal. Je pense à Abidjan, où il y a l'ESPI, qui est une école immobilière aussi, qui forme aussi au métier de l'immobilier. Donc, et déjà, on va dire que globalement, les écoles sur l'immobilier, il commence à y en avoir. Alors après, elles sont spécialisées dans un domaine ou dans l'autre, et elles sont quelquefois, comme je parlais d'Abidjan, l'ESPI Abidjan en partenariat avec l'ESPI en France. C'est un peu le même cas que GIS Academy, qui est en partenariat avec une école ici reconnue, l'INSMI, où on intervient d'ailleurs en tant qu'enseignant. Donc l'idée, pour que cette formation, c'est de s'appuyer sur des structures existantes et qui ont fait leur preuve. Parce qu'il est très important pour les gens qui vont faire ce type de formation, qu'ils soient assurés qu'il y a une vraie valeur derrière, il y a une vraie certification derrière et une vraie technique derrière. Et que ce soit des professionnels, des gens qui maîtrisent le métier, qui puissent leur apporter ça. D'où cet apport et ce partenariat avec des écoles existantes déjà. Alors,
Oui, comme partout en Europe aussi, hein, enfin peut-être qu'au côté francophone, on est très attaché au diplôme et le diplôme fera les choses. Mais je pense aussi que la pratique est quelque chose d'importante. Et la pratique, dans certains domaines, en immobilier, on l'a déjà aussi en Afrique. Il ne faut pas oublier, sur la partie construction, je pense que les Africains ont autant de grandes écoles, que ce soit en architecture, n'a pas forcément besoin d'aller en Europe pour être un bon architecte. Il y a de très grandes écoles en Afrique pour ça. Pour la construction, il y a de belles écoles, que ce soit en Afrique subsaharienne ou même Maroc, Algérie, puisque le Maroc a des écoles immobilières qui travaillent beaucoup avec le reste d'Afrique. Non, on n'est pas en train de dire, encore une fois, qu'il y a tout à faire en immobilier. Il y a de belles choses, il manque des choses, et je pense qu'on doit tous travailler dans ce sens-là pour apporter ce qui manque. Mais il y a déjà de bonnes choses. Juste une chose, il y a une question qui est importante et on l'a pas évoqué dans la partie immobilière. Quelqu'un a évoqué le mot de l'assureur, le rôle de l'assureur. Est-ce qu'il est omniprésent? Est-ce qu'il fait du lobbying? Entre autres, est-ce qu'il est est omniprésent au niveau de ça, l'obligation d'avoir une assurance pour son immobilier, voilà. D'ailleurs, c'est vrai que les assureurs vont jouer un rôle important. Il y a une obligation, mais encore une fois, les gens construisent d'eux-mêmes leur maison et bien souvent ne pensent pas forcément à prendre l'assurance. Par contre, les grands groupes, les promoteurs, il y a beaucoup de promoteurs dans les pays qu'on a cités, hein, ils vont construire, ils vont mettre aussi bien tout ce qui est assurance achèvement que les assurances des logements même ou des bureaux, bien sûr. Et il y a des assureurs en Afrique qui fonctionnent très très bien. Alors maintenant, peut-être que certains particuliers qui construisent ne vont pas jusqu'au bout de l'effort et ne pensent pas forcément se dire il faut assurer mon bien. Et quand même bien on le fait, je crois que c'est comme ici, on se dit toujours que les assurances, il faut les payer quand on n'en a pas besoin, et puis quand on en a besoin, pour se faire rembourser, c'est un peu compliqué. Mais, encore une fois, on a de plus en plus de personnes qui pensent qu'il faut être assuré et qui le sont. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'assurance. Beaucoup de choses, notamment, on parlait du crédit tout à l'heure, au niveau du crédit, accompagné par des assurances, ça c'est un côté qui manque encore. D'accord. Une dernière petite question, Mariam. Cette étude s'est déroulée sur un laps de temps de combien de temps? Voilà. À peu près, je dirais, sur une période de 6 mois à peu près, et plus. D'accord. Vous avez interviewé, il y a un secteur des agences immobilières, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'agences immobilières, Fédération des agences immobilières au Togo. Est-ce qu'il y a des fédérations dans chacun des pays? Est-ce qu'on gère l'immobilier via des agences ou pas? Oui. Enfin, Marie, je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'agences. Enfin, il y a de plus en plus. Peut-être pas suffisamment parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les démarcheurs, mais il y a des agences, je pense. Mariam, d'ailleurs, je crois qu'elle s'est rapprochée de pas mal d'agences pour bien ficeler son équipe. Mariam? Oui. Je me suis rapprochée des agences qu'on a de nos diverses implantations, en fait, au niveau, parce que le Togo et le Bénin, c'est le même bureau, et on a des implantations dans chaque ville. Nous sommes présents notamment à Dakar, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Congo-Brazzaville. D'accord. Un petit mot de la fin, une conclusion, et c'est bon. Qui l'a fait? Ou alors vous la faites tous les trois, Yelena. Yelena, Je reprends la parole après. Toujours, vous voyez, donc je suis là pour les épauler, bien évidemment, pour faire la promotion, et j'apprends toujours, et c'est vrai qu'ils ont travaillé dur, et ils travaillent constamment pour écouter les informations les plus récentes possibles, puisque c'est pas toujours évident, bien évidemment, on n'est pas pour les personnes qui sont en France, bien évidemment pour les sociétés françaises, pour les entreprises et les individuels aussi. On n'est pas toujours tout à fait à jour au niveau des informations, donc je trouve que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui met constamment les informations à jour, qui est vraiment au courant, et si jamais il n'y a pas d'informations dans l'instantané, il y a toujours à qui demander, puisqu'on a donc sur place nos 6 agences.
et donc, on peut toujours trouver l'information si jamais on l'a pas tout de suite. Donc, j'étais ravie d'accompagner Mariam et Rémi dans la création de cette étude. Je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a évoqué juste une partie. Donc, l'étude fait presque 60 pages. Donc, elle est disponible sur notre site déjà. Donc, le site, c'est le site de GIS Group. L'adresse est gis-group.com. Donc, je vous ai mis déjà le lien dans le chat. Je vais remettre si jamais quelqu'un n'a pas eu le temps de voir. En tout cas, donc, vous pouvez nous trouver sur le site GIS Group et sur LinkedIn où on est vraiment actif. Donc, il y a une page dédiée à GIS Afrique avec les informations et les actualités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous poser des questions. Donc, Mariam est responsable, bien évidemment, de la partie Afrique. Ma collègue Sarah et René sont à votre disposition, moi-même aussi, pour toutes les questions. Donc, nous nous occupons de tout ce qui est principalement l'implantation des entreprises françaises sur le territoire africain, mais aussi nous sommes là d'accompagner toute personne qui souhaite être propriétaire en Afrique. Donc, on va continuer à travailler. Si jamais vous avez des sujets à proposer, bien évidemment, s'il y a quelque chose, une thématique qui est vraiment importante pour vous, vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis d'y travailler. Merci pour vos interventions. René, peut-être un petit mot au CIE, peut-être? Non? La croissance du secteur immobilier est importante en Afrique. Exactement, mais on va reparler au CEF. Ce serait bien qu'on fasse des choses avec la zone de commerce comme toujours. Et c'est vrai, l'immobilier est un domaine très important en Afrique, et puis pas qu'en Afrique d'ailleurs. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire. Moi, j'invite les gens à s'y mettre, à regarder. C'est un autre moyen d'investissement. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, à mon avis, de plus solide. C'est comme ça qu'on le conçoit, en tout cas. Merci, Zoubir. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir accompagnés sur cette étude. Merci à la Chambre de commerce de Paris, au CEAF. Très ravi. Et moi, je suis, encore une fois, je répète, très fier de mes équipes pour le travail effectué. 6 mois de labeur pour sortir ça. Et rendez-vous à la prochaine. Je crois que c'est à peu près tous les 2 ans qu'on essaie de sortir une étude à jour. C'est compliqué, mais on aime ça. Voilà. Il y aura entre-temps peut-être l'étude sur le secteur hôtelier. Je vous remercie tous les 3 pour vos interventions très, très riches, les questions qui ont fusé et vos réponses. Le prochain webinaire portera sur l'Algérie avec la nouvelle loi de finances et la mise en application sur l'Algérie avec nos partenaires Business France, le directeur Business France Algérie qui interviendra. Il y aura la CCIAF, la Chambre de commerce française, algéro-française, qui interviendra, et nous aurons le président du CNCPME, Monsieur Adel Bensassi, qui interviendra et qui nous dira quels sont qui nous parlera des partenariats et des formes de partenariats attendus par les entreprises algériennes sur un pays en crise, mais avec un très très fort potentiel. Je vous remercie encore. Je rappelle simplement, le comité d'échange est un réseau d'entreprises avec des partenaires, des entreprises qui sont débutantes ou confirmées à l'international, qui souhaitent échanger des informations. Ça peut être de tout genre des informations, ça peut être un hôtel, ça peut être du business, ça peut être du financement. On a des partenaires qui sont au comité d'échange Afrique-France. GIS Afrique en fait partie et répondent à vos interrogations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis